Le cinéma est mort, vous me dites ? Émission nécrophile de Canal B. Ben, on va essayer de le faire revivre. Mais ça peut arriver. Un miracle. Undercut, but all good in America. 2, Q Howard. Ladies and gentlemen, I would like at this moment to announce that I will be retiring from this program in 2 weeks' time because of poor ratings. Since this show was the only thing I had going for me in my life, I have decided to kill myself. So what'd she say? I'm going to blow my brains out right on this program a week from today. 10 seconds to commercial. Oh, tune in next Tuesday. That should give the public relations people a week to promote the show. We ought to get a hell of a rating out of that. Roll A Telecine. 50 share. Easy. Take Telecine. When you're having Listen, a great time. Did you hear that? What was that about? Howard just said he was going to blow his brains out next Tuesday. What are you talking about? Didn't you hear him? He just said... Howard just said he was going to kill himself next Tuesday. What do you mean Howard just said he was going to kill himself next Tuesday? He was supposed to do a tag on Ron Ness and He said, the tune in commercial. next Tuesday. I'm gonna shoot myself. What the hell's going on here? Tony, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, j'ai été fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Oh, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, Prost. Oh, ton cul. C'est mon génie. Nine, 8, 7, 6, 5, 33, 4, stand by, announcer. 3, 2, 1. 3, Q announcer. Ladies and gentlemen, let's hear it. How do you feel? Ladies and gentlemen, the Network News Hour with Sybil the Soothsayer. Jim Webbing and it's the Emma Struth Department. Miss Matahari and her skeletons in the closets. Tonight, another segment of Vox Populi. And starring the mad prophet of the airways, Howard Beale. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien entendu le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Enregistrement depuis les studios Terre de Canal B, à savoir les appartements de l'Arvor. Merci à l'Arvor de nous accueillir bien évidemment pour l'enregistrement de cette émission consacrée aujourd'hui au network de Sidney Lumet qui sort dans un coffret ultra collector chez Carlotta. Ultra collector, je vais y revenir très rapidement avant qu'on parle du film d'ailleurs. La seule chose qui pourrait manquer à ce coffret, c'est un making-of qui était disponible sur le Blu-ray américain sorti chez Warner, qui n'est pas reproduit dans ce coffret, qui malgré tout offre deux documents en fait assez précieux je trouve et qu'on attendait avec impatience chez nous. Le premier, c'est un documentaire Lumet by Lumet de Nancy Burskin. Je crois que c'est, je m'excuse si je prononce mal son nom. Elle n'écoutera pas l'émission, tu sais. Elle n'écoutera pas mon. Ouais, c'est dommage d'ailleurs. Mais voilà, mais qui est sorti il y a 2 ou 3 ans d'ailleurs. On en reparlera, j'espère, si on a le temps en fin d'émission. Mais un documentaire en fait qui est un
un entretien avec Lumet, Sidney Lumet, donc le réalisateur de Network, si les gens n'ont pas compris, enregistré 3 ans avant sa mort, qui a plusieurs grandes qualités, notamment la sobriété, c'est-à-dire qu'on a vraiment affaire à juste de l'entretien avec Lumet et des extraits de films, et souvent des extraits de films en plus qui ne sont pas forcément parmi les plus connus de Lumet et qui reprennent des expériences qu'il a faites pendant les années 60-70, ce qui est très très chouette. Je en parle maintenant parce que je suis pas sûr qu'on ait le temps plus tard, mais c'est vrai que j'ai une petite frustration par rapport à la fin de sa carrière. Je vais y revenir tout de suite d'ailleurs, je pense, par rapport à ce souci-là. En tout cas, un documentaire que j'aime beaucoup, et voilà, le seul souci que je peux avoir, c'est qu'il est trop court. Il dure un peu moins de 2 heures. Il aurait pu durer 3 fois plus ou 4 fois plus, je pense. Ouais, c'est dommage hallucinant. qu'il y ait eu du montage, en fait, je pense, dans le documentaire. C'est un documentaire qui aurait mérité de ne pas être monté du tout, et juste nous proposer une version brute de l'entretien avec Lumet. Ça aurait été très très chouette. Et puis l'autre gros morceau quand même, dont on avait déjà parlé, je crois, quand on avait fait notre émission spéciale Lumet en 2 parties, qui est disponible sur les internets, c'est ce livre de David Hitzkoff. Tu me dis encore une fois si je me trompe dans les noms. Il écoutera pas l'émission, on s'en fout. Ah oui, ça serait dommage quand même. David Hitzkoff, qui est toujours d'ailleurs un journaliste du New York Times, qui a aussi écrit une biographie sur Robin Williams, et puis il a encore écrit un autre livre, je crois, sur son papa qui était toxicomane, et un livre qui date de 2014, si je dis pas de bêtises. David Hitzkoff, donc journaliste, qui a eu accès à différentes archives assez importantes, différents documents dont nous parlerons évidemment dans cette émission. On va beaucoup se baser sur ce livre qui était très important et dont on attendait avec impatience la traduction. Et donc cette traduction arrive dans ce coffret, uniquement d'ailleurs, à ma connaissance, le livre ne sera pas disponible en isolé du coffret ultra collector, alors même que le film, lui, devrait, comme n'importe quel film des ultra collectors de Carlotta, être disponible tout seul. Mais le livre, lui, fait vraiment partie de ce coffret. Et ce livre est vraiment précieux, autant peut-être que l'autobiographie, enfin le livre en tout cas, sur le cinéma de Lumet, dont on avait évidemment parlé à sa sortie, qui avait été traduit chez Capricci, faire un film de Lumet, qui faisait déjà partie il y a longtemps de notre liste des livres à traduire absolument. Là, Mad as Hell, donc, qui a été traduit par Fou de rage. C'est pas une traduction complètement absurde. Merci Carlotta. Non mais vraiment, ça fait vraiment plaisir d'enfin avoir ce genre de livre traduit en fait. On adore de toute façon cette collection là de chez Carlotta, mais c'est vrai qu'on lui a souvent fait le reproche dans l'accompagnement, en tout cas éditorial au niveau littéraire, de parfois se contenter de faire des compilations d'articles préexistants, ou des fois certains nouveaux articles qui nous convenaient pas spécialement. On a vraiment des livres, bien sûr. Je pense à Dieu le soleil. Mais ouais, c'est ça. Un vrai livre avec lui, mais qui était un peu frustrant aussi. Bien sûr, et puis je pense qu'il y a tellement une sorte de vivier de littérature de cinéma non traduite, et on se dit là c'est vraiment l'occasion de le faire. Là, moi, il y en a des caisses et des caisses. Je pense à John Borman, ça serait quelqu'un à explorer aussi. Il y a des tas de livres quand même dernièrement. Oui, sur sa biographie, mais des récits de making of. Ils avaient ouvert leur collection avec Body Double sur justement un livre making of comme ça, et c'est vrai que c'est quelque chose que moi je leur encouragerais à continuer. Oui, après, encore une fois, c'est une parenthèse là, mais c'est vrai que dernièrement, parce qu'on parle de Carlotta, mais Wildside avait fait ce petit impair, je trouve, sur Love Streams. Justement, il y a un livre qui a été écrit, un making of de Love Streams qui a été écrit, qui n'a jamais été traduit en français, et pour Wildside, pour sa collection, il avait sorti Love Streams avec un livret. Et évidemment, c'était pas la traduction de ce livre-là, alors que même que le livret reprenait beaucoup d'extraits du livre qui n'a jamais été traduit en France. Enfin, en tout cas, je sais que c'est un gros problème parce que ça coûte très cher la traduction. Ça coûte plus cher de traduire un livre que de l'écrire en fait en France aujourd'hui. Donc c'est extrêmement problématique. C'est donc un plaisir d'avoir ce livre qui accompagne Network, donc un film de 76 de Sidney Lumet,
Et avant même de parler de Network, enfin avant même de rentrer dans le détail de ce livre qui va nous intéresser énormément pendant cette émission, j'avais un petit laïus à faire, je pense, sur Lumet, dont on va pas s'étendre sur des choses qu'on a déjà dites dans les 2 heures d'émission qu'on avait consacrées au monsieur à l'occasion de la sortie de Faire un film, je crois. Mais c'est vrai que Network, que évidemment un film que j'adore, dont on n'a pas arrêté de parler depuis la création de cette émission, je pense. Et donc c'est un plaisir de faire une spéciale, mais malgré tout aujourd'hui, et au-delà du fait que je trouve que c'est un film formidable, voilà, je suis beaucoup plus intéressé en fait par la deuxième partie de carrière de Sidney Lumet, qui est sans doute la moins connue du grand public. La deuxième partie qui démarrait au début des années 80, peut-être avec Le Prince de New York, je pense, qui est une de ces œuvres fondatrices d'un nouveau cinéma qui exploiterait beaucoup plus en fait les zones grises qu'il exploitait déjà évidemment dans ses précédents films dans les années 60-70, mais qui au cours des années 80 en fait va prendre une nouvelle dimension qui va encore plus s'attacher à la conception qu'il a du cinéma, qui est d'être au service d'une histoire et d'une idée qu'il essaye de raconter. Non pas de représenter, non pas une idée qu'il essaie de défendre en tout cas, mais qu'il essaie de raconter vraiment, et où il va proposer au spectateur une expérience. L'exemple du Prince de New York pour moi est vraiment évidente, puisqu'on va prendre un acteur qui n'a pas le plaisir d'avoir le spectateur de son côté, puisqu'on va avoir Treat Williams que personne ne connaît, qui n'a pas la sympathie du spectateur, et on va balader le spectateur pendant 3 heures face à un personnage dont on ne saura pas jusqu'à la fin si c'est un bon, un méchant, tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment développé pendant tous les années 80-90 de façon assez magistrale, et évidemment sans rencontrer toujours le succès du public. Il y a des films comme Daniel qu'on attend toujours évidemment chez nous, qui est sans doute son film préféré. Il le répète même dans le documentaire justement qui est disponible sur le DVD, ce qu'il disait déjà dans son livre, ce qu'il a souvent répété. Daniel, qui est un de ses films préférés en France, personne ne l'a vu par exemple. Il y a beaucoup de films comme ça dans les années 80 où il va vraiment développer quelque chose de complexe, et qui évidemment n'est pas vendeur, n'est pas sexy, même si Network n'est pas forcément un film sexy ni même glamour, hein, mais on a quand même une pléiade d'acteurs, de comédiens qui attirent le spectateur, qui font en sorte que tel personnage ou tel autre personnage vont avoir cette sympathie ou vont être attirés par un personnage qui va. C'est qu'un seul des aspects de ce cinéma. Si je peux te couper, c'est clair et net. Je pense que Network est un film sexy. Enfin, après, on peut revenir sur cette question. Mais je pense que le cas du Prince de New York est hyper symptomatique. C'est que le Prince de New York, ça fait partie finalement de cette sorte de petite collection de films qu'on pourrait inclure dans le sorte de package des films que tous les cinéastes un peu des années 70 ou 60 ont voulu faire à un moment, c'est-à-dire le film qui leur tenait à cœur, dans lequel ils ont mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'un côté personnel. Alors là, je pense évidemment au Convoi de la peur de Friedkin, Apocalypse Now de Coppola, à la New York de Scorsese, La Porte du Paradis, tous ces films qui finalement ont sonné le glas de cette époque où justement il était possible encore à Hollywood de faire un cinéma adulte assez complexe de qualité, et où saisis par une sorte d'hubris, des cinéastes se sont lancés dans des projets en croyant qu'on pouvait vraiment se donner à fond corps et âme en tant qu'auteur dans un projet pour y accéder. Et c'est très symptomatique que Le Prince de New York, on ne l'inclut jamais là-dedans, alors que ça en est. C'est un film exagérément long par rapport à finalement le côté très gris justement qu'il a, mais là presque dans tous les sens du terme. Ah oui. C'est-à-dire qu'on est Prince de New York ou New York ou Le Convoi de la peur ou La Porte du Paradis, on est bien loin du compte. On n'est pas du tout dans une sorte de pulsion de cinéma flamboyante qui va dans le spectacle ou je sais pas quoi. Là, au contraire, Le Prince de New York, c'est le film de la complexité absolue et qui va dans les zones les plus âpres quelque part, mais de façon la plus anti-spectaculaire possible a priori, quoi. Donc c'est assez symptomatique que lui mette son film de la rupture qui
sonne le glas un peu d'une période un peu bénie où il aligne Un après-midi de chien, Serpico, Network, ça soit un film comme ça finalement. Après, on va en parler aussi, mais c'est vrai qu'après Network, qui était quand même un succès à l'époque, plusieurs Oscars, même s'il perd aux Oscars face à Rocky, qui sort la même année, ou Taxi Driver, ou Les Hommes du Président d'ailleurs, mais il remporte quand même plusieurs Oscars, c'est un succès, il a droit à une presse assez incroyable. C'est vrai qu'après, Lumet va accumuler plusieurs échecs, Equus ou The Wiz, son remake du Magicien d'Oz avec Michael Jackson et Diana Ross. Mais par contre, voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse plus aujourd'hui quand même dans la carrière de Lumet, même si j'adore évidemment ce qu'il fait dans les années 70, j'ai un attachement évident pour ces succès des années 70, que ce soit Un après-midi chien, Serpico ou Network dont on va parler, mais dans les années 80 et 90 d'ailleurs, ce qu'il va faire, je pense donc encore une fois à Daniel, À bout de course. Et dans les années 90, À l'ombre de Manhattan, par exemple, des films dont on parle toujours assez peu de Lumet en fait, et qui restent assez non pas invisibles, on peut les trouver, mais en tout cas peu distribués, dont on parle peu, ce que je trouve extrêmement dommage, et qui de son propre aveu d'ailleurs était de meilleure qualité en fait que ce qu'il faisait dans les 70, parce qu'il a appris de ses erreurs, il a eu envie de plonger dans une complexité et en même temps une qualité qui ne se voit pas, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très important pour Lumet et dont on parlera pour Network. Malgré son côté extrêmement travaillé, il faut pas que ça se voit, il faut pas que le spectateur ait conscience du concept même, puisque dans Network encore, il y a un concept en termes de mise en scène, en termes d'éclairage qui est très important. Mais c'est vrai que ce qui m'intéresse plus finalement dans ces années 80-90, c'est cette complexité, c'est le fait que, et c'est quelque chose que Jean-Baptiste Torret a redit dans une conférence qu'il avait faite, qui est disponible sur internet, sur Ciné Lumet, c'est qu'il y a Lumet, à la manière d'un John Ford peut-être d'ailleurs, a constamment évolué par rapport au film qu'il avait fait précédemment en fait. Et Ford, lui, pouvait plutôt prendre un aspect d'un de ses films et puis le traiter dans un film précédent. Lumet, lui, revoyait la forme en entier, la complexité d'un film en entier. Et il refaisait jamais le même film. Il allait complexifier constamment son cinéma finalement, de sorte que quand on terminait un film de Lumet finalement sur les années 80-90, contrairement à ce qu'il faisait avant, c'était l'idée qu'on avait du sujet même du film était plus complexe à la fin qu'au début du film. C'est-à-dire qu'on n'avait pas une réponse, on était très loin d'un film à thèse. C'était absolument l'inverse. On déployait des possibilités, un horizon en fait. Et on allait rechercher au fond de nous-mêmes, même est-ce que ce qu'on vient de voir, on est face à un héros, un truand, un méchant, n'importe quoi, quelque chose de beaucoup plus complexe d'ailleurs que le bon et le méchant. Est-ce que justement on n'est pas l'un et l'autre constamment, et qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? C'est quelque chose qui va vraiment déployer de façon très très large, de plus en plus large en fait, au cours des décennies. Et même si j'adore Network, on va évidemment commencer à en parler très rapidement, même si j'adore Network, c'est vrai que c'est quelque chose en fait qui me manque dans Network. C'est non pas cette complexité, il y a une complexité dans Network qui est évidente, mais ce rapport, moi, en tant que spectateur, sur justement les questions que je peux avoir par rapport au sujet qui m'est posé. Et Network me paraît plus film à thèse que tout ce que fera Lumet par la suite de sa carrière. Moi, après, je comprends tout à fait, en tout cas, tes réserves. Et c'est vrai que Network, comme le disait Torres, c'est effectivement un film qui est moins lumétien que tout ce qu'il a pu faire par ailleurs. Mais il s'avère que Network, c'est authentiquement un chef-d'œuvre. Et je pense un chef-d'œuvre au sens presque littéral du terme. C'est-à-dire qu'un film où absolument tout le monde est au top, quoi. C'est-à-dire qu'on a un metteur en scène qui est prodigieux, un scénariste évidemment, et on y reviendra, qui livre un scénario absolument impeccable. Tous les acteurs sont au top, livrent des performances absolument incroyables, que ça soit au niveau de la photo, que ça soit au niveau du montage et tout ça, il y a des points de génie ou de maîtrise totale, c'est toujours cette idée de maîtrise, où on se dit voilà, tout le monde livre le meilleur de lui-même en termes de maîtrise de son propre art,
qui donne un film qui est d'une maîtrise absolue et qui est ça fait partie de ces films où tu les lances, t'as du mal à les lâcher quelque part parce que de toute façon c'est d'une efficacité redoutable, d'une générosité aussi redoutable. C'est ce qui me faisait dire tout à l'heure que c'était un film assez furieusement sexy dans le sens que c'est un film ultra spectaculaire, enfin qui se regarde tout seul. Et c'est vrai que ce truc-là, c'est aussi la limite quelquefois de certains chefs-d'œuvre en fait, c'est que finalement la place pour le spectateur n'est pas vraiment ménagée parce que tout le monde occupe tellement bien son terrain à tous les différents pôles de la création du film que nous en tant que spectateurs on n'a que à vraiment prendre du plaisir en fait à ce qu'on voit et je pense que ce qui en plus rend Network en tant que chef-d'œuvre absolument fascinant, c'est sa puissance politique en fait, c'est que sa virulence politique et ce côté absolument visionnaire qu'il peut avoir, qui en rend, enfin moi je me rappelle que quand j'avais découvert ça presque par hasard à l'époque en me disant voilà je me mate ça, c'est juste délirant de tomber sur un film comme ça. De revoir Network aujourd'hui, c'est impressionnant toujours. Parce que finalement Network c'est un film un peu d'anticipation quelque part et c'est un film qui en tant que film d'anticipation est presque beaucoup plus fort que des grands chefs-d'œuvre du film d'anticipation du style Blade Runner. C'est qu'à la fois on voit le monde dans lequel on est nous aujourd'hui et où on voit en même temps les germes qui ont fondé ce monde-là. Et c'est d'une virulence assez dingue et complètement, évidemment, subversive de toute façon. Et ça donne au final un film, et évidemment on va développer ça un petit peu plus tard dans l'émission, mais qui est assez complètement dingue. Ça fait partie en tout cas des films où la poignée de films, ou quand quelqu'un vient te voir et te dit tiens t'as pas un film à montrer tout ça, tu peux lui montrer Network, c'est d'une efficacité redoutable. Tu lui montres, il va adorer ça. Je connais pas grand monde qui va dire je me suis fait chier devant Network, ça n'existe pas quoi. Alors on disait, on n'a pas encore trop mentionné son nom hein, mais on va le faire très vite je pense. Ce sur quoi revient le livre justement qui accompagne ce coffret chez Carlotta. Comme je le disais, il me semble, et ce que disait aussi Jean-Baptiste Toré dans sa conférence, ce que je disais, c'est que ça serait peut-être un des meilleurs films de Toré, peut-être, mais aussi un de ceux qui lui ressemblent. De Lumet, ouais. De Lumet, pardon, excusez-moi d'ailleurs. Et en même temps, c'est peut-être un des films qui lui ressemble le moins pour plusieurs points. Et il y a une raison particulière à ça, c'est que c'est un film qui a été écrit par un scénariste qui du coup, avec Network a obtenu son 3e Oscar d'ailleurs pour le meilleur scénario, qui est Paddy Chayefsky, merci Antonin. Alors que le bouquin répète son nom à peu près 500 ou 1000 fois je pense. Qui a commencé sa carrière dans les années 50 et qui est mort peu de temps après Network, en fait quelques années après Network. Un livre qui revient donc essentiellement justement sur ce scénariste et je pense qu'avant d'en parler justement, de revenir sur ce bonhomme qui est aussi important, voire plus important que Lumet pour la création de Network, j'aurais aimé qu'on écoute du coup le monologue qui est rentré à la phase des 70 dans la culture populaire américaine, clairement le monologue Mad as Hell qui donne son nom au titre du livre, qui est le monologue de Howard Beale dont Network raconte l'histoire. Pour tous ceux qui n'auraient toujours pas vu Network alors qu'ils écoutent cette émission, c'est dommage d'ailleurs, regardez Network et après écoutez l'émission et lisez le livre d'ailleurs aussi. Mais Network raconte l'histoire de Howard Beale qui en 75 est un animateur du journal télévisé américain et qui annonce en direct à l'antenne qu'il va se suicider dans sa prochaine émission, en espérant que ça fera un peu plus d'audimat, parce que de toute façon il s'est fait virer, que sa femme est morte, qu'il est alcoolique, que tout va mal. Donc il annonce qu'il va se suicider et on va suivre les différents protagonistes au sein de ce réseau, de cette télévision, de cette chaîne de télévision, comment ils vont utiliser cette annonce de Howard Beale. Je propose qu'on écoute du coup non pas ce monologue, mais en tout cas ce cri de Howard Beale, et puis on parlera ensuite de Paddy Chayefsky. I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. It's a depression. Everybody's out of work or scared of losing their job. The dollar buys a nickel's worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter.
punks are running wild in the street and there's nobody anywhere who seems to know what to do and there's no end to it. We know the air is unfit to breathe and our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. I don't want you to protest. I don't want you to riot. I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it. My life has value. So, I want you to get up now. I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window, open it, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. I want you to get up right now. Get up, go to your windows, open them, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. Things have got to change. How many stations does this go out? You've got to get mad. 67. You've got to say, I know it goes to Louisville and Atlanta. I'm not going to take this anymore. Then we'll figure out what to do about the depression and the inflation and the oil crisis. But first, get up out of your chairs, open the window, stick your head out and yell, and say, I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. Who are you talking to, Herb? CGG, Atlanta. Are they yelling in Atlanta, Herb? Are they yelling in Atlanta, Ted? But first, you've got to get mad. You've got to say, I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. Alors Paddy Chayefsky, dont on vient d'entendre un extrait de dialogue, moi c'est quelqu'un qui m'avait... Ou à force de m'intéresser à Network et tout ça, c'était souvent le nom qui revenait, comme si c'était une sorte de superstar. Et on se rend compte, enfin quand moi j'avais découvert le film au début des années 2000, je disais mais moi ce type-là, j'en ai jamais entendu parler en fait quoi. C'est quelqu'un qui finalement, on a l'impression, est peut-être en tout cas du côté de ce côté de l'Atlantique, un peu tombé dans l'oubli quelque part. Mais ça a été finalement une sorte de superstar, en tout cas sûrement dans un milieu un peu culturel et compagnie. Mais à l'époque, ça a été Paddy Chayefsky, une sorte de superstar pour avoir. C'était un ami de Mel Brooks, Bob Fosse, voilà, il qui a partageait, dansé, qui a essayé de danser à son enterrement en tout cas. En tout cas, voilà, il faisait partie d'un petit milieu culturel ou intellectuel et artistique new-yorkais. Il partageait effectivement un atelier avec Bob Fosse. Et c'est quelqu'un qui, tout comme Sidney Lumet, avait commencé dans la télévision en écrivant des dramatiques télévisuelles telles qu'elles se pratiquaient un peu dans les années 50-60. Et mise en scène par Sidney Lumet d'ailleurs. Parfois par Sidney Lumet, mais parfois par d'autres. Oui. On voit toute cette scène-là de début de la télévision où des tas de metteurs en scène, Joe Frankenheimer, il y a eu Arthur Penn, il y a eu Sidney Lumet, toute une génération de réalisateurs qui ont finalement pris la voie du cinéma, mais ont beaucoup commencé dans les dramatiques télévisuelles tournées en direct, enfin qui est quand même un exercice où on se dit maintenant c'est complètement fou quoi. Alors, en France, il y avait des gens comme Jean-Christophe Averty qui faisaient ça, mais c'était les débuts de la télévision, mais quelque chose d'assez dingue où on se dit en termes de rythme et tout, ça devait, pour les metteurs en scène en tout cas, créer une sorte d'urgence et de talent dont on voit très bien l'aboutissement dans les films de ces réalisateurs-là, que ce soit Frankenheimer et Sidney Lumet. Lumet, il revient dans le documentaire présent sur le DVD, justement, on a même des extraits que moi j'avais jamais vus, justement de films qu'il faisait en direct pour la télévision et comment ça pouvait partir en cacahuète même parfois. Donc le documentaire est très chouette pour ça aussi, on voit des extraits de ces films qu'il faisait qui sont assez impressionnants. Ouais, c'est complètement qu'il a fait ça, quoi. Et donc Paddy Chayefsky était un scénariste qui a commencé dans la télévision. Après, il a fait des pièces de théâtre et il a réalisé des films. Et c'est un des rares scénaristes à avoir remporté 3 Oscars. Peut-être le seul avec Coppola, a priori, à ce que j'en sais, et peut-être un autre. Mais donc, il a réalisé il a eu un premier Oscar pour Marty et le deuxième pour L'Hôpital, qui est un film qui est un peu sombré dans l'oubli, puis le troisième pour Network. Et ce qui est très fascinant, parce que du coup, moi, je me suis regardé des films que je n'avais jamais vus écrits ou en tout cas auxquels Paddy Chayefsky était rattaché.
Et c'est notamment l'hôpital. Il y a quelque chose. C'est Arthur Hiller, c'est en 70-71. 70, avec George C. Scott qui a eu l'Oscar pour Patton à peu près au même moment, je crois d'ailleurs, qui est un acteur exceptionnel évidemment, où on retrouve cette colère évidemment de Chayefsky, et puis cette critique des institutions. Là, c'est l'hôpital, qui était au départ peut-être une idée de série télé où on retrouverait au sein d'un hôpital justement toutes les crises de la société américaine. Là, ils ont fait un long métrage et c'est un film, en effet, Arthur Hiller qui a fait Love Story juste avant, qui surfait sur son succès un petit peu, qui est pas, je pense, en tout cas un grand metteur en scène, c'est un bon faiseur, c'est sûr, mais qui avait un peu de mal, je pense, à se dépatouiller avec toute cette littérature en fait de Chayefsky. Ouais, je pense que c'est très étonnant comme film. Enfin, l'hôpital, c'est un film qui a absolument, moi, j'avais jamais entendu parler de ce film en fait avant d'avoir lu le bouquin présent dans l'édition Carlotta Film, jamais. Et donc du coup, j'ai pu le voir, et c'est assez dingue d'une part pour les liens qu'on peut tisser avec Network. C'est d'une part aussi un film qui tient excessivement bien la route, malgré quelques impairs, pas mal de choses qui sont un petit peu brinque-ballantes, mais dans lequel on retrouve un petit peu tout ce qui, on le devine, a pu faire vraiment la renommée de Chayefsky, et ce qui fait tout son talent en fait, c'est qu'il y a vraiment un goût un don pour les dialogues qui est proprement hallucinant. Il y a une sorte je sais que l'hôpital, il y a une scène assez centrale où George C. Scott a une relation de séduction plus ou moins, en sachant que lui il est en pleine dépression nerveuse. Il a une scène il est en train de se fait suicider séduire quand même, par Diana Rigg. Oui, il est en train de se suicider. Il est presque surpris par Diana Rigg, donc chapeau melon botte de cuir, en train de se suicider. Il part dans une sorte de monologue qui est complètement dingue. Enfin, en termes de langage, tout ça, on sent qu'il y a une sorte de rythme très particulier dans ces dialogues, et qu'on va retrouver dans Network, quoi. C'est que c'est à la fois assez chirurgical dans la façon de décrire les affects. Une accumulation. Il y a un côté très chirurgical, genre je décris les faits, et à la fois il y a une sorte de goût pour une sorte, non pas de lyrisme, mais de quelque chose qui serait une sorte de vocabulaire extrêmement imagé et extrêmement, du coup, le contraire de cette sorte de vision chirurgicale. Et c'est quelque chose qui est vraiment très caractéristique de ce qu'il peut avoir, parce qu'on retrouve ça dans Network, et aussi dans l'autre film qu'il va faire, le dernier film auquel il va collaborer en tant que... Réel, C'est une adaptation de son bouquin, d'un livre, Altered States, Au-delà du réel, réalisé par Ken Russell, qui est plutôt un film adapté, plus ou moins des expériences de Timothy Leary sur le LSD, des différents états de conscience, où on a aussi à la fois ce côté très méthodique, parce qu'il s'agit encore toujours de s'intéresser à un milieu, et de la façon la plus documentée possible. Alors, dans l'hôpital, on s'intéresse à des gens, à une micro-société, telle que tous les grands hôpitaux peuvent l'être, c'est-à-dire des sociétés avec leurs outils de travail, les différents conflits internes qui peuvent exister entre les médecins, les internes, les aides-soignants, les infirmiers et compagnie. Tout le genre de conflit qu'on va pouvoir retrouver dans Network entre les chefs de service, les petites mains, les actionnaires et tout ça, tout ce genre de truc extrêmement documenté qui fait que là-dessus, il a passé du temps même pour Network, bien sûr, justement le directeur de chaîne pour voir comment ils fonctionnaient, leur langage, justement, vraiment observer la façon, comme tu dis, évidemment de travailler, mais le langage, alors même qu'on comprend pas, il y a un côté film d'aventure presque là-dedans. En fait, on va vraiment aller à la découverte d'un univers. Je pense que c'est un côté qu'on retrouve dans pas mal de bons films, et particulièrement de bons films américains, mais c'est ce côté très documenté, voilà, de ces gens qui sont en immersion dans un endroit et qui veulent lui en rendre qui vont puiser un peu toutes les ingrédients scénaristiques ou le moteur scénaristique dans les conflits qui sont issus des conflits réels qui peuvent exister dans ces sociétés-là, et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous ces films-là. Et ce qui est absolument fascinant, je trouve, chez Chayefsky, que je découvre du coup à travers donc tous les films que j'ai pu voir où il peut avoir un lien, c'est que à la fois il y a ce truc-là, c'est qu'il est excessivement fort
pour arriver à puiser tout le moteur scénaristique, mais vraiment tous ces conflits la première surface de ces scénarios dans quelque chose de très concret. Et à l'image de ces dialogues, à la fois, justement, il y a ce côté chirurgical, on étudie un milieu, mais à la fois, on va aller viser une sorte d'ailleurs, quoi. Et c'est ça qui me passionne complètement, c'est que chez Chaïevski, il y a une sorte de goût pour une sorte de côté qui va chercher des personnages qui vont être complètement dans une logique presque de révélation mystique, des gens un peu visionnaires. Il y a un goût vraiment pour des gens qui sont dans un milieu où ça va avoir le côté très concret. Il va y avoir d'un coup le côté très concret, et le personnage va tout de suite le voir presque dans un côté, l'analyser, et le film dans un même mouvement va faire de même, d'un côté très cosmogonique, d'un côté presque mystique parfois. Et on retrouve ça dans tous les films que j'ai pu voir où il était lié. Avant qu'ils en arrivent là, les personnages, moi c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans les 4 films principaux, je pense, à savoir Marty, Network, L'Hôpital et puis Au-delà du réel. On a un trajet, en effet, que moi j'ai retrouvé dans ces 4 films. C'est un personnage qui est au bord du suicide, en tout cas, ou au moins pour les 3 derniers films, c'est vraiment au bord du suicide, de se séparer complètement du reste du monde. Et une fois qu'il est au bord du gouffre, qu'il est au fond du trou et qu'il est encore avec sa pelle pour creuser un petit peu, là il va avoir une révélation, et se révolter en tout cas contre ce qu'il a pour aller chercher une espèce de révélation, justement. Il y a une volonté de chercher une réponse. Une réponse concrète, c'est ça qui est très important, je trouve. C'est vraiment, il y a une volonté d'avoir une réponse concrète et non pas quelque chose d'un peu vague ou un sentiment de réconfort. Non, il nous faut une preuve concrète que la raison pour laquelle on est là, en fait, vaut le coup qu'on y reste. En fait, il y a la quête, et je pense pas que ça soit vraiment une idée du côté concret, parce que vraiment, pour moi, ce côté concret, il est présent dans le film, mais sur un autre niveau, justement, dans le fait que le scénario puise, enfin tout ce que je viens de dire puise un peu dans l'observation d'un milieu concret pour en tirer des conflits dramaturgiques. Mais je pense que ce que tous les personnages cherchent, c'est une sorte de quête de vérité ultime, en fait, quoi. Et c'est pour ça que je parlais un peu presque de mysticisme. C'est-à-dire qu'il y a un côté, il y a pas un côté pragmatique chez ces personnages-là. Mais je suis pas d'accord. Et le fait d'avoir de dire que c'est des gens qui cherchent des solutions concrètes, ça induira une sorte de professionnalisme, de pragmatisme qui est, à mon avis, presque absent des films de Chaïevski. Si on prend comme un film comme L'Hôpital ou comme L'Au-delà du réel, c'est plus proche, enfin dans L'Au-delà du réel, c'est des gens qui sont vraiment dans une sorte de quête de l'absolu et qui serait une quête de la vérité ultime. Et tout comme le personnage d'Howard Bill, la révélation mystique qu'il peut avoir, qu'on peut juger fausse ou avérée suivant le point de vue qu'on peut avoir. Mais en tout cas, ce sont des gens qui sont habités et non pas habités, et c'est là où la jonction avec Lumet va être plutôt intéressante, non pas habités par une sorte d'idéalisme, mais vraiment par une sorte de vision qui serait vraiment de l'ordre du mysticisme. Mais alors, je te rejoins complètement, sauf que pour moi, cette vision du mysticisme, elle doit toucher justement à une révélation qu'ils peuvent vraiment, et je pense par exemple à Au-delà du réel, mais même à Network en particulier, il faut qu'ils aient vraiment une impression physique. En fait, c'est pas un travail intellectuel, c'est pas un travail sur papier, c'est pas un travail. Ah non, mais c'est de l'ordre de la révélation. C'est de l'ordre de la révélation justement, mais une révélation justement qui touche pour eux
Bah, moi, c'est au concret. Après, je pense que c'est juste un problème d'impression, mais on est à peu près d'accord là-dessus. Mais pour moi, il y a quelque chose vraiment de concret dans le fait que justement, ils sont arrivés à un point où ils ont une révélation qui tient du viscéral pur. Et même, je pense à Marty, par exemple. Marty, c'est l'histoire d'un personnage quand même qui est au bord du gouffre, qui est convaincu qu'il finira sa vie seul. Et du coup, il y a une rencontre. Et c'est ça qui est important. Et je pense que les autres personnages plus tard, que ce soit dans Network, dans l'hôpital ou dans Au-delà du réel, il y a une rencontre. Et c'est cette rencontre, en fait, qui va non pas les réconforter, mais juste les pousser à aller au bout de ce qu'ils avaient envisagé, en fait. Mais il y a besoin d'une rencontre. Et cette rencontre, pour moi, elle est physique. Et métaphysique, d'accord, elle est même glorieuse dans le côté rencontre avec le dieu presque, mais il y a quelque chose de physique, en fait. Il y a besoin de ça malgré tout chez lui, alors que c'est un bonhomme qui est sur son bureau, qui écrit comme un malade, Chayefsky, qui est un taré du dialogue, qui s'y attache énormément, mais dans ces personnages principaux, et je pense à Howard Beale parce qu'on parle de Network, et c'est vrai que on pourrait penser quand on voit le film que c'est finalement Max Schumacher, le personnage interprété par William Holden, qui serait le personnage principal, parce que c'est celui qui est le plus sensé, celui auquel le spectateur s'attache, parce que du coup justement il est le plus sensé. Mais c'est vrai que c'est Howard Beale, le personnage qui représente le plus le personnage de Paddy par excellence, quoi. Et il a besoin d'une révélation, comme tu l'as dit. Alors dans Network, c'est vrai que sa révélation est plutôt fantasmagorique, c'est-à-dire qu'on avait juste une séquence où ils arrivaient en pleine nuit et paf, il a une révélation. On se demande, mais est-ce qu'il est pas complètement taré, en fait, et Network, mais ça tient peut-être aussi de Sidney Lumet, justement, est-ce que ce personnage est complètement fou, est-ce que le point de vue. Et c'est une des questions qui est posée aussi par le livre, d'ailleurs, présent dans le machin. Dans Network, il y a eu la grande question du point de vue. On parle en effet d'un microcosme, ce network, ce réseau de télévision. Où va être le point de vue ? C'est une question que s'est posée Paddy. C'est une question qu'a dû se poser Lumet. Il a trouvé une réponse visuelle, Lumet, à cette question. Et Paddy, lui, s'est posé la question du point de vue. Et moi, en tant que spectateur, je me pose régulièrement. J'ai vu Network une quantité de fois. Moi, en tant que spectateur, je m'attache à William Holden, qui est ce personnage qui est intelligent, qui rend bien compte que tel personnage est taré, pète les plombs ou s'inquiète et laisse faire en même temps. Et puis autour de lui, il y a ces personnages fascinants comme Howard Beale, comme Faye Dunaway, qui sont des personnages qui représentent des idées de la télévision, ce qui me pose encore une fois problème par rapport à ce qui m'intéresse chez Lumet. Mais moi, après, je partage pas complètement ce truc. Je pense que chez Chayefsky, il y a vraiment pour moi, il y a une rencontre entre deux visions du monde qui sont à la fois assez proches et très contraires. Je pense que et c'est vrai que moi, je pense pas que William Holden soit la voie d'entrée. Elle a la voie d'entrée la plus facile de Network, mais elle est assez biaisée, cette voie d'entrée là. C'est qu'au finalement on se rend compte, pour parler Network, William Holden, c'est le personnage à laquelle on pourrait être le plus sensible a priori, parce que c'est celui qui serait dans un registre classique, être celui qui incarne une idée du journalisme un peu pur et dur, du vieux briscard. Ça serait presque le William Holden de la Horde sauvage, en fait, quelque part, celui qui incarne un système de valeurs qui est mis à mal par la modernité galopante, voilà. Mais ceci dit, voilà, même Faye Dunaway lui renvoie que le service le journal du soir qu'il produit est bourré de trucs qui sont déjà complètement corrompus. Donc c'est déjà quelqu'un qui est une sorte de bourgeois quelque part, quoi. Il y a pas un personnage. Non, mais évidemment, il est pas. Mais c'est juste que évidemment, il est pas. C'est pas le héros. C'est pas le chevalier blanc comme Henry Fonda, par exemple. Encore que Henry Fonda, pareil, il était pas complètement le chevalier blanc, mais il y a ce truc-là dans certains films de Lumet. Évidemment. Mais par contre, justement, c'est cette porte d'entrée. C'est peut-être celui qui ressemble le plus
un chevalier blanc. Bien sûr, il est beaucoup plus sombre que. Non, mais c'est celui dont on a accès à l'intimité, en fait. Je pense que c'est aussi ça, quoi. C'est celui dont on a accès à l'intimité. Moi, après, ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est la question que je me suis un peu toujours posée sur Network. Il y a vraiment une sorte de multiplication de points de vue là-dedans qui est complètement hallucinante et dans laquelle on pourrait peut-être appliquer cette sorte de grille de lecture entre la rencontre entre deux auteurs assez proches et très différents. Et je pense que avec Lumet, voilà, on l'avait déjà pas mal développé dans les émissions qu'on lui avait consacrées. C'est quelqu'un qui est finalement très très anthropocentré, qui est très très moral malgré lui, qui est toujours exploré des rapports entre les individus par rapport à la société ou à des sociétés, qu'elles soient familiales, judiciaires, policières, mais qui a toujours exploré cette chose-là, mais toujours d'un point de vue très anthropocentré de gens qui sont dans un registre vraiment très vraiment moral, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'il se pose cette question-là. Il pose la question. Et chez Chayefsky, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'au-delà, qui est vraiment, où j'accolerais vraiment le mot de mystique, à défaut de trouver un mot plus juste, mais qui serait vraiment, où chez Chayefsky, son mode d'écriture est très différent. Il est omniscient chez Chayefsky, par exemple. C'est très frappant de voir que la plupart de ses films, il y a des voix off, par exemple, qui explorent les choses. On a presque un point de vue presque divin, enfin, quelque part. Même s'il y a ce côté très concret, parce que c'est quelqu'un qui va dans la documentation, qui va vraiment explorer des univers de la façon la plus concrète possible, comme j'ai pu le dire. C'est quelqu'un qui a un rapport assez omniscient et qui va toujours, c'est un réalisateur visionnaire, enfin, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut faire de toutes les choses qu'il met dans son scénario qui veut leur accoler une sorte de force allégorique assez forte pour effectivement non pas appliquer une sorte de thèse, mais en tout cas donner une vision, c'est-à-dire sa vision. Et cette vision-là, elle est presque non pas elle est cosmogonique complètement au-delà du réel, mais elle dépasse la figure humaine en fait. Alors que chez Lumet, on est toujours collé sur la figure humaine, ce qui fait toute la force de son cinéma, mais qui est la rencontre entre les deux. C'est ce que je veux appeler vraiment la vision anthropocentrée de Ciné Lumet. On est collé sur l'homme face à la société, l'individu face à la société, sur différentes modes de rapport, mais on est vraiment sur ce rapport-là. Chez Chayefsky, il y a un rapport visionnaire dans le sens où voilà, on a le monde qui nous entoure, une sorte de vérité enfouie, la vérité cachée qu'il faut révéler. C'est une question absolument primordiale, jusqu'à presque une sorte de dérive complotiste. Lui, on est vraiment dans Chayefsky, il y a de ça, il y a une sorte de vérité cachée de toute façon. Chez Lumet, c'est quelque chose qui est absent de tous ces autres films, cette sorte de vérité cachée. Une vérité cachée, à la limite, ça va être un secret que va détenir un individu. C'est un peu qu'on retrouve par exemple dans Power, où il va justement aller, qui fera 10 ans plus tard, oui, mais que je trouve intéressant, et il revient sur la communication politique. Et là, pour le coup, on revient dans cette idée-là, justement. Bien sûr, mais la vérité cachée chez lui, elle ne s'incarne pas du tout de la même façon que dans Network, par exemple. Ou Network, on a vraiment affaire vraiment. C'est-à-dire que si on a un conglomérat derrière, des entreprises qui gèrent un peu tout le monde politique, les élections, tout le bordel, pour finalement gérer les influences de puissance mondiale. Bien sûr, mais la façon que Lumet a de filmer les gens là-dedans, c'est très anthropocentré encore. Oui, on a affaire des individus, ils sont tous là-dedans. Alors que dans Network, et là c'est porté par Chayefsky, c'est vraiment paranoïaque. Il y a un côté cinéma paranoïaque, et finalement c'est très peu différent pour ceux qui ont vu Au-delà du réel. La vision que Chayefsky a des conglomérats, elle est très peu différente finalement que des visions complètement psychédéliques que William Hurt peut connaître en allant dans le caisson d'isolation. C'est quelque chose qui est de l'ordre du mysticisme quelque part. Et je pense c'est en ça aussi où je trouve que le film bénéficie en fait d'avoir le double point de vue en fait quelque part. C'est que Ciné Lumet finalement pourrait presque amener le côté toujours ancré
peut-être le côté presque qui pourrait être trop allégorique et trop porté au niveau du sens, du vouloir dire de Chayefsky, il le porte toujours dans un côté assez concret quelque part, parce que chez Lumet ça a toujours été un petit peu ça, on est proche des individus. Il évite aussi, je pense, énormément le côté uniquement satirique de la chose, ce qu'il pouvait y avoir par exemple dans l'hôpital, et c'est vrai qu'en voyant l'hôpital on se dit, on imagine très bien, enfin moi j'imaginais très bien un type comme Robert Altman faire un film comme l'hôpital, comme on pourrait imaginer en fait Robert Altman faire Network justement avec différents personnages, faire un film choral comme Nashville, et faire un Nashville mais avec la télévision. Enfin moi j'imaginais tout à fait ça possible en lisant le livre justement qui accompagne l'édition DVD, et je me dis qu'est-ce qu'il apporte justement Lumet, et comme tu le disais, c'est ce rapport à l'humain, c'est ce qui a toujours intéressé, c'est une évidence. Il apporte à la fois ça, et puis quand même il faut aussi le dire, c'est qu'il apporte autre chose, Lumet, et là on va répéter des choses qu'on avait déjà dit dans l'émission qu'on avait fait sur lui il y a quelques années. Non seulement son savoir-faire, c'est évident sur le tournage, mais après je renvoie les gens à lire le livre parce que ça revient énormément sur le tournage et c'est très très intéressant, étant donné que le type qui a écrit le bouquin a eu accès vraiment à toutes les feuilles, les scripts, tout ça machin. Il a aussi une conception de la mise en scène qui évidemment fait toute la différence. Et justement, un type comme Robert Altman aurait eu le Network, aurait fait ce film-là. Je pense qu'on aurait mis une caméra témoin qui aurait filmé les différents personnages. Il y aurait eu évidemment ce côté satirique qui serait énormément ressorti, alors que dans le film de Lumet, il y a un rapport à l'humain qui est extrêmement important, limite dans le pathos parfois, hein, mais en tout cas on a vraiment un rapport avec l'individu qui est toujours important. Je pense qu'avec un type comme Altman ou même avec Hiller, on n'aurait pas du tout eu ça. Mais même avec Ken Russell en fait. Mais même avec Ken Russell, on n'a pas du tout ça. En effet, on est sur une autre dimension, évidemment. On n'est pas sur l'homme, on est sur une autre dimension avec Ken Russell, tu as raison. Le fait est qu'il y a une dernière chose, et avant parce qu'on arrive à la fin de l'émission bientôt quand même, donc il va pas falloir qu'on traîne trop, mais c'est vrai qu'il y a Lumet, il est revenu encore une fois dans son livre. Il avait par exemple une conception de mise en scène très précise pour Network. C'était limite conceptuel en termes d'éclairage par exemple. C'est-à-dire que c'est une question, lui il a toujours dit, il l'a répété jusqu'à la fin de sa vie, y compris dans le documentaire hein, qui est sur le DVD, c'est qu'il est au service de l'histoire et qu'il s'intéresse toujours à voilà, comment raconter cette histoire. C'est ces deux questions, c'est qu'est-ce que ça raconte, comment je vais le raconter. Voilà. Et quel que soit le film qu'il fait, quoi. Et là, par exemple, il s'est dit, voilà, ça parle encore de corruption, en fait. Ça parle de corruption Network, la corruption de l'image, comment ça va imprégner le spectateur de cette image-là, quoi. Donc, on va corrompre la caméra. Et donc, il y a vraiment un gros travail visuel qui a été fait sur Network. Moi, il a fallu que je lise le bouquin de Lumet pour m'en rendre compte. J'avais vu le film 4 ou 5 fois. Ça m'avait pas sauté aux yeux qu'en effet, il démarre avec une image quasi documentaire, avec des éclairages vraiment au minimum, et qu'au fur et à mesure dans le film, paf, il va nous amener des images quasi publicitaires en fait. Mais il le fait de façon complètement progressive, de façon très très subtile en fait. Non, moi il a fallu du temps avant que je m'en rende compte. C'est pas nécessairement des images publicitaires. C'est-à-dire que c'est comme ça que lui il le présente. Ouais. C'est-à-dire qu'il prend en exemple la première séquence du film où les types sont en train de picoler dans un bar, où les lumières sont minimum, et la dernière séquence où le Faye Dunaway et ses collègues décident de tuer le personnage de Warbill, et là d'un coup cette image là, donc on a un cadre qui n'est plus tout le même, on a une façon de filmer qui est plus la même. Après ça correspond à des critères publicitaires de l'époque, évidemment, on n'est pas dans les 80-90 hein, donc évidemment ça correspond à des critères publicitaires de l'époque, mais justement il s'attache à ces critères là, il les fait évoluer de façon très progressive. On s'en rend pas compte. Je suis d'accord avec toi pour dire que évidemment il y a des images très sombres aussi à la fin, contrairement à ce que lui peut dire d'ailleurs, où il dit que au fur et à mesure il y a de plus en plus d'éclairés, c'est ce qu'il dit dans son livre. Non, c'est pas le cas. On a une séquence finale par exemple avec Ned Beatty qui est très très sombre, mais il n'empêche que c'est une lumière qui n'est pas du tout la même que la première. C'est une lumière qui est très travaillée, qui est très propre en fait, contrairement aux premières séquences où on a affaire à des images non pas volées, on est très loin de ça, mais qui tiennent plus d'un éclairage naturaliste en fait, et au fur et à mesure on a des éclairages de plus en plus travaillés en fait, de plus en plus propres. Je pense qu'en fait le grand truc c'est que
le début du film, c'est presque Les Hommes du Président. C'est que c'est une façon parce qu'il y a Gordon presque Willis, plusieurs films là-dedans. C'est qu'il y a le thriller entrepreneurial, si on peut le définir comme un genre en soi. Le côté, voilà, on est dans une société, le journaliste et compagnie. Voilà, c'est très éclairé, un peu comme les scènes de des Hommes du Président, en tout cas dans la rédaction, où voilà, on suit ça. Il y a tout le détail et compagnie. Ça bouillonne de toutes parts. Il y a des trajets de comédiens et compagnie. Et à la fin, on est plutôt dans un truc presque, c'est pas expressionniste parce que c'est très discret, mais vraiment l'éclairage n'est plus du tout un high-key, quoi. Enfin, vraiment, c'est plus du tout le côté tout est éclairé de façon parfaite ou je sais pas quoi. On est plutôt dans quelque chose de très presque discrètement expressionniste, parce que c'est vraiment une grande histoire de monstre, en fait. Je pense que Network, c'est vraiment un film de vampire. Ça raconte comment, voilà, le spectacle va vampiriser, comment quelque chose de sensationnel, émotionnel, de falsifié va venir vampiriser quelque chose qui est supposé être qui sont donc les news, enfin les nouvelles, le journalisme, quelque chose de supposé être factuel, analytique, authentique. Comment voilà, le spectacle va venir vampiriser ça. Et la grande idée, ce qui donne à Network vraiment son génie, c'est que c'est un film furieusement organique. C'est qu'à la fois la colonne vertébrale du film, c'est effectivement ce journal télé, comment il va être vampirisé par le spectacle peu à peu, et que toutes les sous-intrigues ou toutes les intrigues qui vont l'entourer, c'est-à-dire l'histoire d'amour, mais aussi le thriller justement entrepreneurial, enfin le thriller d'entreprise, va être vampirisé. C'est-à-dire que dans l'histoire d'amour, on est presque à l'inverse, et c'est en ça que la notion du vampire est hyper valide à mon avis. C'est que on a une sorte de, plus dans les news et tout ça, plus le côté émotionnel va être présent, plus dans la réalité il y aura zéro émotion, quoi. Ça, on aura tout mis, on aura presque délégué toutes les émotions dans les images, et nous, il ne nous en restera plus aucune. C'est-à-dire, il y a vraiment ce truc-là dans la relation amoureuse. Enfin, c'est juste délirant, en fait, ce qui se passe. C'est qu'on est vraiment là dans la société du spectacle radicalisé. C'est le plus grand film, à mon avis, sur la société du spectacle. C'est qu'on a affaire à des personnages qui n'arrivent plus à vivre pleinement au temps présent sans se référer à des schémas spectaculaire préexistant. C'est le grand enjeu, en fait, de la relation entre William Holden et Faye Dunaway. Et ça va être pareil pour l'intrigue en milieu d'entreprise, où les personnages vont, à force de vouloir foutre toutes les émotions, le sensationnel là-dedans, vont être des personnages qui vont finalement devenir des sortes de robots qui vont ne plus réfléchir que par des chiffres. C'est assez hallucinant de voir en plus la maîtrise du film là-dessus, où on passe de type de jeu extrêmement, on va dire, expressionniste, en termes où on va avoir de Robert Duvall qui va piquer des colères impossibles, qui va être vraiment extrêmement expressif, et au fur et à mesure, on va avoir affaire à des sortes de body snatchers, parce que je pense que une des références principales, c'est ça, c'est qu'on a affaire à des personnages qui, au fur et à mesure, sont vampirisés et deviennent des sortes de body snatchers, comme dans l'invasion des profanateurs de sépultures. Et c'est assez dingue, cette chose-là. Il est malheureusement temps de se quitter. Nous allons dépasser le temps imparti pour notre émission. On n'aura pas eu le temps pour lui parler d'influence de Network, que ce soit chez des scénaristes comme Aaron Sorkin, chez Fincher, ou dans Anchorman 2, par exemple, qui vraiment est une version comique de Network. Il est temps de se quitter. Je rappelle que Network vient de ressortir en DVD Blu-ray dans un très beau coffret chez Carlotta, avec du coup ce livre et puis ce documentaire en bonus. Vous pourrez trouver cette émission évidemment sur le site de Canal B en podcast, et puis sur la chaîne YouTube du Cinéma est mort. Quelques annonces spéciales rapidement. Non, il sera trop tard en fait. Si, parce que ce sera mis en ligne. On peut annoncer que voilà, le Mishka de Jean-François Stévenin sera projeté mardi 30 avril à 20h15, et haute séance, et là vous avez encore un peu plus le temps, et ça serait bien de venir en masse parce que ça va être une super soirée. C'est la soirée Bûcheron qu'on vous propose à l'Arvor le jeudi 9 mai, je crois, c'est à 19h45, et ça sera Les Grandes Gueules de Robert Enrico, et suivi du Clan des Irréductibles de Paul Newman, et c'est deux films absolument exceptionnels. On se quitte avec un extrait de Network. Merci Antonin d'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'avoir écouté. À très bientôt. Ciao. Des bisous. It's too late, Diana.
There's nothing left in you that I can live with. You're one of Howard's humanoids. And if I stay with you, I'll be destroyed. Like Howard Beale was destroyed. Like Lorraine Hobbs was destroyed. Like everything that you and the institution of television touch is destroyed. You're television incarnate, Diana. Indifferent to suffering. Insensitive to joy. All of life is reduced to the common rubble of banality. War, murder, death. All the same to you as bottles of beer. And the daily business of life is a corrupt comedy. You even shatter the sensations of time and space into split seconds and instant replays. You're madness, Diana. Virulent madness. And everything you touch dies with you. But not me. Not as long as I can feel pleasure and pain. And it's a happy ending. Wayward husband comes to his senses, returns to his wife, with whom he's established a long and sustaining love. Heartless young woman left alone in her Arctic desolation. Music up with a swell. Final commercial.